It's the end of days. No more people. No more New York. No more nothing. Hello les gens, bienvenue dans cette critique ciné et aujourd'hui on va parler de A Quiet Place Day 1, enfin sans un bruit jour 1. Sans un bruit c'est quoi? C'est des extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui ont l'ouïe hyper développée pour chasser leur proie, puisque de toute façon ils sont aveugles. Et du coup Day 1 c'est la préquelle des deux films précédents qui est basé à New York à l'arrivée des extraterrestres et qu'on verra des yeux du personnage de Lupita Nyong'o. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai envie de vous dire, ça passe. On nous promet un petit peu un côté film catastrophe, mais on abandonne vraiment l'idée assez rapidement. On commence par la grande ville de New York, mais ça va très très vite que sur Lupita Nyong'o, justement, qui s'appelle Sam, je crois, un truc comme ça. Je pense que ce manque de grandiose, ce manque de film catastrophe, parce que c'est pas un film catastrophe, alors que la bande-annonce le laissait un petit peu sentir, le manque de grandiose, en fait, il vient un petit peu peut-être du budget, aussi, puisqu'on n'est que à 68 millions de dollars, là où le précédent était à 61 millions de dollars. Ok, 68 millions de dollars, c'est beaucoup, mais si au final tu utilises les mêmes techniques de production que le précédent, 7 millions de dollars de plus pour faire un film catastrophe, c'est pas assez. Du coup, ils ont trouvé quelques techniques pour singer des grands espaces et tout, mais c'est beaucoup plus à base de fumée, de ce genre de choses, pour cacher un petit peu les décors. Et du coup, ça a permis de faire des belles images pour la bande-annonce, mais après, on se recentre très très vite sur le personnage de Lupita Nyong'o. Et en vrai, il y a même moins de personnages principaux que dans les films précédents, parce que les films précédents, on suivait vraiment une famille. Là, on suit Lupita Nyong'o, vraiment. Et c'est assez intéressant parce que le personnage est très très cool, et il est un petit peu à l'opposé de beaucoup de personnages de films catastrophes, parce que c'est un personnage qui est un peu blasé. En fait, elle est atteinte du cancer, je crois. Je crois que c'est le cancer, et du coup, elle souffre un petit peu continuellement. Elle dit qu'elle est toujours sur une échelle de 3 sur la douleur ou je sais pas quoi. Elle souffre continuellement, elle a besoin de médicaments, ce genre de choses, et du coup, elle est blasée de pas mal de choses, et elle, son bonheur, c'est des trucs très très simples. Et ça va jouer beaucoup autour de ça, et du coup, contrairement à la famille d'avant, elle a pas tant de choses à protéger. Elle est gentille, mais elle va pas faire des pieds et des mains pour protéger le monde qui l'entoure. Ah non, pardon, il n'y a pas que Lupita Nyong'o, il y a aussi son chat qui le suit partout, qui est hyper calme, hyper gentil. Bon, il y a quand même de la tension autour de lui, parce que évidemment c'est un animal, donc on sait pas trop comment il va réagir à tout ce qui se passe autour, mais en vrai, moi si c'était mon chat il aurait gueulé direct, soit il m'aurait fait tuer par les extraterrestres, soit il serait mort, soit il m'aurait abandonné. Là, franchement, son chat, il pète la classe, hein, bravo. Et en fait, ce personnage est le point fort du film, mais le problème c'est qu'il est le seul gros point fort du film, parce que tous les personnages à côté sont pas spécialement intéressants. Il y a un autre personnage qui fait son entrée à un moment, et qui est un personnage important du récit, mais sur le papier. Enfin, en termes de temps, il est là, mais en vrai, apparaître sympa, c'est pas un personnage qui a évolué, c'est un personnage, il est là, mais même si en vrai il était pas là, on a l'impression que ça se passerait toujours de la même façon. Il est sympa, hein. En vrai, moi je l'aime bien, et en plus, les interactions qu'il a avec Lupita, ça marche très très bien, surtout quand ils doivent pas parler du coup, puisque Quiet Place quoi, ils doivent un petit peu fermer leur gueule, et du coup quand on est dans ces moments-là, contrairement aux films d'avant, il n'y a pas le langage des signes pour s'exprimer. Ouais, parce que pour remettre tout ça dans le contexte, les films d'avant, donc les films qui se passent après, mais qui sont les films d'avant, le 1 et le 2, on suit une famille, et dans cette famille, il y a la fille qui est sourd-muette, et du coup, ce handicap-là, ça leur donne un gros avantage au final dans cette situation, parce qu'ils peuvent facilement communiquer en langage des signes, là où ils peuvent vraiment pas le faire. Donc là, les acteurs, ils doivent faire passer des émotions rien qu'en se regardant et avec des jeux de corps et ce genre de trucs, et ça marche très très bien. Mais là où ça marche moins bien entre les deux, c'est quand ils parlent. Franchement, la scène de dialogue, elle est laborieuse. En fait, c'est beaucoup de dialogue, parce qu'il y a un moment, ils ont pu avoir une safe place. Il y a beaucoup de dialogue, mais pour pas grand chose en fait. Il y a une idée à mettre en place, il y a un lien à faire entre les deux, il n'y a pas besoin de 3 ou 4 minutes de dialogue. En vrai, tu fais un insert sur une photo et tu laisses le mec s'exprimer, c'était terminé quoi. On avait compris l'histoire des deux et qu'est-ce qui allait les emmener à voyager ensemble pour la suite. Mais c'était laborieux, c'était pas hyper bien écrit en termes de dialogue, c'est pas dégueulasse. Mais quand on est dans un mood où on est censé être oppressé, le fait d'avoir 3 à 4 minutes de dialogue, c'est un petit peu trop. En fait, c'est trop de libération, on a l'impression de plus être en danger en fait. Alors que dans le premier, en particulier, il y avait jamais
de temps mort. Les temps morts, on les savourait parce qu'on savait que ça pouvait durer quelques secondes. Là, ça dure un petit peu longtemps, et comme je vous dis, c'est pas hyper bien écrit. Et du coup, le fait de faire durer un peu les dialogues, en fait, ça a tendance à tout expliquer à voix haute, comme pourquoi on fait ça, alors qu'en vrai, on avait déjà tout compris. Et en plus, ça décrédibilise, je trouve, un petit peu les motivations de Lupita Nyong'o, qui sont assez enfantines, assez basiques, mais du coup, quand on en parle, ça rend le truc ridicule, alors que quand on n'en parlait pas, on disait ok, c'est ça qu'on veut, ça marchait hyper bien, et le personnage, comme je vous dis, est vraiment intéressant grâce à ça, grâce à ce côté je veux ça, c'est con mais moi je veux ça. Ouais, il y a aussi un autre personnage, secondaire qui permet de faire le lien entre les deux, entre les 3 films du coup. C'est le personnage de, comment il s'appelle ce mec ? De Jimon Usoon, on le voit partout en ce moment. Il a même pas de nom dans les films. C'est celui qui gérait les réfugiés dans l'épisode 2. Et bah du coup, il parlait un petit peu de ce qu'il a vécu à ce moment-là dès le premier jour, et on voit une partie de son histoire. Mais vraiment, on n'est pas concentré dessus. Hein. Il en parle, on voit un petit peu de loin, quoi. Et c'est un petit peu aussi un des problèmes, c'est que la grande histoire, elle nous passe un petit peu à côté, parce qu'elle est plus du côté de ce mec-là que du côté des personnages qu'on suit, en fait. Et en plus, tout va très, très vite. Et c'est vraiment un problème, parce que dès que l'impact est tombé, on comprend tout. Enfin, les personnages comprennent tout. On comprend que c'est avec le son, on comprend, le gouvernement, tout ça comprend qu'il faut réagir et il se passe des choses. Bon, nous, on voit pas trop, parce que tout ce qui est un peu collectif, on voit pas, parce que je vous ai dit, on prend un chemin inverse. Pourtant, on voit un petit moment comment les gens, quand ils se déplacent, quand on est plusieurs milliers de personnes, comment on peut faire pour se déplacer dans la ville et tout, mais c'est hyper bref, et nous, on prend totalement l'opposé. Et le fait d'aller très très vite, bah, ça rend le truc un petit peu con des fois, parce que tu te dis, bah, vous avez juste à vous poser, à vous calmer un peu, laisser le truc passer, et après vous essayez de trouver une solution. Là, ils vont de galère en galère en galère, genre ils se font poursuivre à un moment par les extraterrestres, et ils se retrouvent à un endroit où ils pouvaient juste se calmer, mais non, ils décident d'aller dans une sorte de tunnel d'eau, parce que l'eau ça fait pas de bruit, hein, c'est admis, et pas tunnel d'eau comme dans les anciens où quand il y a une cascade tout ça, ça fait du bruit donc ça cache leur son tout ça. Non, là ils sont à peu près immergés jusqu'au haut du ventre, et du coup, bah, quand tu marches dans l'eau, en vrai, ça fait du bruit. Mais là, le scénario a décidé que ça faisait pas tant de bruit que ça, donc ça va, ils se font pas bouffer. C'est un petit peu comme dans le 2. Dans le 2, il y a beaucoup ça, il y a beaucoup de trucs. Attends, mais là, le bruit qu'il a fait, normalement, il doit se faire bouffer, c'est abusé. Et des fois, ils sont juste en train d'ouvrir une feuille, d'ouvrir une page, et bim, c'est bon, ils se font sauter dessus. Des fois, c'est hyper mal géré, c'est dur de rester accroché au film quand les règles sont pas spécialement respectées, quoi. Ah oui, et les monstres, là, enfin, les extraterrestres, là, ils sont en train de travailler leur cardio, quoi, parce que ils se font carrément du fractionné, hein. Parce que quand il faut poursuivre Lupita Nyong'o, ça va, on fait un peu d'endurance, c'est pas hyper rapide. Par contre, quand on essaie de poursuivre quelqu'un d'autre, ça sprint, ça défonce, ça va super vite, quoi. Et c'est là que je me demande si on n'arrive pas à la limite du concept, en fait, parce que dans le 2, il y avait déjà ces erreurs-là, beaucoup moins dans le 1. Dans le 1, il était un peu plus maîtrisé en termes de... Après, il est moins long aussi, le 1. Il dure 1h20, un truc comme ça. Là, on est plus à 1h40. Mais comme il y a les scènes du début où il fallait présenter Lupita Nyong'o, tout ça, bah, on n'est pas spécialement beaucoup plus long, en fait, en termes d'action pure, je veux dire. Et en plus, il y a une partie 3 en préparation, là, par John Krasinski, toujours. Celui qui a fait les 2 premiers, c'est le mec qui joue dans plein de films. À la base, c'est plus un acteur. Mais là, il s'est mis à la réalisation. Et il est plutôt bon, en fait. Les 2 premiers Quiet Place, ils sont hyper bien réalisés. Celui-là aussi, il a vraiment des bonnes qualités. On voit que le mec, j'ai oublié comment il s'appelle, Michael Sarnowski, on voit que en fait, il est content d'avoir ça entre les mains et qu'il a travaillé tous ses plans en amont. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt joli, il y a des trucs qui sont vraiment anxiogènes. C'est un petit peu moins géré en termes de lumière, en termes de contraste aussi que les précédents. Après, je sais pas si c'est la salle dans laquelle j'étais, c'était peut-être moins bien, je sais pas trop. Pour le son aussi, j'étais pas en Dolby Atmos, mais j'étais dans une salle de cinéma parisienne, quoi. Et je trouve que ça joue pas assez avec le surround. Oui, il y a le côté des volumes un peu différents, donc quand il y a un objet qui tombe et tout, il va tomber très très fort parce que bah c'est le danger, en fait, on représente le danger par le son, bah le truc ça s'appelle sans un bruit, quoi. Mais en termes de surround, c'était pas incroyable non plus. Peut-être qu'en Dolby Atmos, ça vaut plus le coup.
Ouais, et des fois, il y a des petits problèmes avec certains arrière-plans un peu sur les fonds verts, parce que ça se voit qu'ils ont habillé un petit peu un studio, enfin, ils ont fait un décor réel, et au fond, il y a rien, c'est du fond vert, et des fois, ils sont assez flous. C'est assez bizarre parce que le reste des effets spéciaux sont nickel. Bon, les effets de fumée, heureusement, on va dire en 2024, heureusement que c'est nickel. Mais les monstres aussi, ils sont hyper bien faits. On voit comment ils fonctionnent et tout, ça marche très très bien. Mais il y a juste ce petit truc-là, le petit truc un peu flou du fond vert. C'est un petit peu gênant, je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Bon, bah je crois que j'ai tout dit, hein. Bon, même si j'ai lâché un petit peu de sel sur le film, on passe pas un mauvais moment. Si vous avez pas aimé les anciens, allez pas le voir, parce que vous aurez pas le côté fin du monde, grandiose et tout, qu'on peut peut-être attendre avec la bande-annonce. Du coup, si vous aimez pas les anciens, ça ressemble beaucoup trop aux anciens pour vous apprécier celui-là. Mais si vous avez aimé les anciens, franchement, allez-y. C'est un super personnage qui est traité, et en plus, on est dans une plus grande ville, c'est la genèse du projet, allez-y. En plus, c'est 5 balles en ce moment, et à la fête du cinéma, donc franchement, vous aurez tort de vous priver. Ouais, bah c'est tout pour moi, hein. Bah n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, vous abonner à Instagram et TikTok, parce que j'ai un format spécifique dessus, qui s'appelle Pourquoi c'est bien, c'est en général un format entre 1 et 2 minutes, et je prends un sujet en particulier. Le premier, c'était Majin Vegeta de Dragon Ball, pourquoi c'est bien, et je décortique un petit peu le truc. Du coup, d'ici la prochaine vidéo, restez passionnés, et je vous dis à bientôt!